tout d'abord, mes vifs remerciements à Résistance Helvétique pour m'avoir invité à vous parler, à venir en Suisse m'exprimer sur un thème qui m'est cher, le christianisme social. C'est important pour moi de présenter notre doctrine politique, sociale et économique dans l'ensemble de la francophonie et de montrer à quel point tout cela peut être une véritable alternative par rapport à la situation d'aujourd'hui. Alors évidemment, j'imagine que pour certains d'entre vous, le thème même de christianisme social peut être méconnu. Et certains peut-être même doutent de l'intérêt de la chose et peuvent se demander comment, en tant que militant nationaliste, par exemple, cela va, disons, recouvrir leurs préoccupations premières. À l'inverse, dans certains milieux catholiques, certains peuvent parfois se demander s'il est bien juste de ma part de parler de catholicisme social et en même temps de faire le lien avec des personnages historiques comme Léon de Grelle ou Salazar ou Franco ou bien d'autres. Alors, je vais juste commencer cette conférence par brandir un petit visuel pour vous montrer le lien qui existe entre et le catholicisme social et la vision nationaliste et une histoire bien ancrée. Ceci, c'est une encyclique pontificale. C'est Quadragesimo Anno, c'est l'encyclique sociale promue, rédigée par le pape Pie XI. Vous verrez qu'elle est éditée par une maison d'édition au logo que certains connaissent peut-être, ce sont les éditions Rex. Et vous verrez que la 4e de couverture, c'est la promotion d'un ouvrage qui s'intitule « L'étoudie » et qui a été rédigé par un certain Léon de Grelle. Je vous dis cela parce que ça signifie qu'on peut s'intéresser au catholicisme social à partir de plusieurs prismes. Et je pense qu'aujourd'hui, dans un monde particulièrement déchristianisé, certains évidemment peuvent avoir quelques appréhensions par rapport à ce qu'est la doctrine catholique quand on voit, quand on observe comment elle est déformée par une église conciliaire moderne qui a complètement subverti le message catholique et qui envoie au monde une image bisounours, une image de faible, une image d'immigrationniste de l'Église catholique, ce qui est en fait, et il faut le répéter, une trahison complète, intégrale de ce qu'est le message catholique. Pendant 2000 ans, l'Église catholique a été un pôle, un phare civilisationnel avec des gens chargés de la défendre qui étaient tous sauf des faibles. Je ne vous donnerai que quelques exemples, mais imaginez un peu ce personnage qui est Godefroy de Bouillon, qui part à Jérusalem et dont la légende dit qu'il a tranché de haut en bas un sarrasin sur le haut d'un rempart. C'est tout sauf l'image d'un faible, tout sauf l'image d'un multiculturaliste, tout sauf l'image d'un repentant, tout sauf l'image d'un immigrationniste. Si on prend l'exemple des Christéros,
qui sont ces paysans mexicains qui se sont rebellés contre un gouvernement maçonnique et libéral. Ils sont partis au combat avec le chapelet autour du cou et d'abord des fourches entre les mains, puis après avoir enfourché les premiers soldats du gouvernement maçonnique, ils ont troqué la fourche contre un fusil et pendant de nombreuses années, ils ont montré à la face du monde l'image d'une résistance catholique exemplaire à l'encontre d'une vision maçonnico-libérale influencée par l'Amérique. Et le lien est vite fait. Léon Degrelle, je le rappelle, a été l'un des grands reporters à l'époque qui a été suivre cette épopée des Cristeros au Mexique, qui a été faire un reportage de cette épopée qui en a ramené beaucoup d'idées qu'il a ensuite utilisées dans le combat rexiste. Si je prends justement le rexisme, eh bien cela a été sans conteste une initiative politique qui a voulu incarner le catholicisme social en Belgique. Cette idée maîtresse de Léon Degrelle à travers le parti politique Rex, avant ça la maison d'édition Rex, le groupe de presse Rex, c'était précisément d'appliquer la doctrine catholique en politique. Et on voit bien à quel point cette application de cette doctrine politique était naturellement aux antipodes de la vision, de la version subvertie promue aujourd'hui par Bergoglio sur le trône pontifical. Ça n'a évidemment rien à voir. Or, à l'époque, quand Rex a été sélectionné par le clergé belge pour prendre la responsabilité de la maison d'édition Rex, il a reçu pour cela le soutien de l'ensemble des évêques de Belgique, il faut le rappeler. Donc on voit bien à quel point on a une cassure, une coupure entre cette époque des années 30 où le clergé va chercher un personnage comme Léon Degrelle pour lui demander de prendre la tête d'un groupe de presse, les éditions Christus Rex, d'en faire une arme de combat et d'apostolat, de développer à la fois la publication d'un grand nombre de livres de doctrines religieuses, politiques, sociales et économiques, de développer des romans dans cet esprit-là, de développer une presse pour en faire un véritable groupe de combat de presse à la conquête de l'opinion publique. Mais on voit à quel point tout ça, évidemment, est aux antipodes de ce qui est promu quand le pape d'aujourd'hui demande que l'Europe se suicide en accueillant sans cesse de nouveaux immigrés, quand le pape d'aujourd'hui se fait agent du nouvel ordre mondial en prônant une forme de mondialisme tant économique que politique, quand il se fait le porte-voix d'une espèce de religion syncrétiste en prônant Gaïa au lieu de prôner le Christ roi. Eh bien, tout ça, c'est de la subversion, c'est de l'esprit révolutionnaire qui a conquis la tête de Rome. Et donc, vous savez, je suis président de Civitas. En France, c'est un organisme qui a statut de parti politique, et précisément, nous voulons,
insufflé dans l'esprit des Français aujourd'hui, mais nous espérons que ça puisse donner aussi quelques idées hors de France, parce que ça nous semble être un modèle reproductible partout. Nous voulons précisément rappeler en quoi le catholicisme social est une parfaite alternative à deux vieux monstres que sont d'une part le socialo-marxisme et d'autre part l'ultracapitalisme. Le catholicisme social a été, est et restera la véritable troisième voie, qui a une expérience, qui a connu des temps de gloire et de conquête, qui aujourd'hui sont hélas oubliés, mais qui, remises au goût du jour et appliquées à nouveau en politique, peuvent véritablement, complètement changer l'organisation politique, sociale et économique de notre société. Je vais rappeler aussi, je souligne d'ores et déjà que, évidemment, dans l'histoire du XXe siècle, si Léon de Grelle, avec le mouvement rexiste, a voulu appliquer la doctrine catholique et la vision du catholicisme social en polique, il n'a jamais eu le pouvoir. Par contre, au Portugal, vous avez un personnage clé qui a été Salazar, le président du Conseil, qui, lui, pendant plusieurs décennies, a appliqué le modèle du catholicisme social avec une incontestable réussite. On le verra tout à l'heure. Et puis, avant Léon de Grelle et avant Salazar, vous avez en France d'autres personnes qui ont incarné le catholicisme social. Je pense à René de la Tour du Pin, je pense à Albert Demain, je pense à Louis de Bonald, des gens qui ont connu un incontestable succès politique, là aussi, puisqu'il y a eu des catholiques sociaux à l'Assemblée nationale pendant de nombreuses années, on l'oublie trop souvent, et que ces catholiques sociaux ont joué un rôle clé à l'époque dans ce qu'on pourrait appeler le progrès social en France. Si par exemple les lois ont changé par rapport au travail des enfants dans les usines, eh bien, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas sous l'impulsion ni des marxistes ni des socialistes à l'Assemblée nationale, mais sous l'impulsion des députés catholiques sociaux. C'est hélas trop souvent oublié. Ils ont eu vraiment quantité de propositions de loi qu'ils ont su faire passer à l'Assemblée nationale, qui ont véritablement été déterminantes pour sortir les ouvriers d'une authentique misère qu'on connaissait à l'époque. Il faut se souvenir que, évidemment, le catholicisme social naît à un moment charnière de l'histoire, c'est la révolution industrielle. Non ? Donc, vous avez à ce moment-là le démarrage du capitalisme avec des usines qui remplacent la petite industrie, le petit commerce, le travail à l'échelle locale et humaine. Et cela va évidemment rapidement donner lieu à l'amorce de ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire des patrons sans foi ni loi qui souvent ont des intérêts apatrides et qui n'ont comme seule boussole que le rendement financier, sans se soucier nullement du bien-être de ceux qui travaillent pour eux.
Et puis vous aviez, en réaction à cela, des initiatives socialistes et marxistes qui étaient elles aussi en réalité contraires aux intérêts des ouvriers à l'époque. On verra dans cet exposé que par exemple d'emblée les socialo-marxistes sont arrivés avec l'idée de supprimer le droit à la propriété et de prôner le collectivisme marxiste. Ça veut dire en gros que justement on empêche l'ouvrier, on empêche le petit employé d'épargner pour avoir lui-même une petite maison pour vivre décemment avec sa famille. Le modèle collectiviste où tout appartient à tout le monde, c'est évidemment une utopie et un leurre. Et aujourd'hui, qui d'entre nous voudrait que sa maison soit celle de tout le monde, que sa voiture soit celle de tout le monde? Ça, c'est la vision totalement mondialiste, et sans doute avec l'arrivée massive des immigrants, que sa femme appartienne à tout le monde, et que voilà, enfin on est dans cette logique où n'ayant plus rien, devant partager tout avec tout le monde, eh bien notre continent, notre pays, notre ville, tout est bradé pour accueillir le primo-arrivant qui aurait autant de droits sur notre patrimoine que nos ancêtres qui ont tant sacrifié pour cela. Alors, comment ce catholicisme social peut-il être aujourd'hui encore d'actualité? Comment pourrait-on l'appliquer aujourd'hui dans les institutions, dans la vie politique et économique, pour que cela tienne la route? Parce qu'évidemment, certains auront beau jeu de dire que les encycliques pontificales auxquelles je me réfère sont anciennes. Ce sont deux grandes encycliques pontificales qui traitent de la condition des ouvriers, de la restauration sociale, de la doctrine économique et sociale. C'est d'une part l'encyclique Rerum Novarum de Léon XIII qui date de 1891 ou 91 selon qui m'écoute. Et puis d'autre part c'est celle 40 ans plus tard donc de Pie XI, Quadragesimo Anno. Donc oui, ces encycliques ont de l'âge, mais les principes auxquels se réfèrent ces encycliques ne sont pas des principes dépassés, ne sont pas des principes antérieurs, ce sont des principes supérieurs. Et en cela, donc, ça signifie que leur valeur perdure encore et toujours et jusqu'à la nuit des temps. Et je vais essayer de vous le démontrer. Alors, un élément qui est un socle du catholicisme social, c'est le rétablissement des corporations. Alors les corporations, elles ont évidemment existé avec une grande efficacité à l'époque médiévale, dans toute l'Europe médiévale. Elles ont disparu, on va dire, à l'époque révolutionnaire. En France, c'est l'esprit révolutionnaire avec la loi Chapelier qui va détruire les corporations et ce faisant, cela va évidemment avoir une influence sur le reste des pays européens qui connaissaient les corporations. Ensuite, dans les années 1920-1930, les corporations vont connaître à nouveau un regain d'intérêt. Donc, d'une part,
à travers les encycliques pontificales que je vous ai citées, mais d'autre part, à travers toute une série de mouvements nationaux en différents pays de l'Europe, qui tous justement vont chercher cette troisième voie entre le socialo-marxisme et l'ultracapitalisme, et qui tous vont considérer que le rétablissement des corporations est un élément indispensable pour rétablir un ordre économique et social. Qu'est-ce que cela signifie, la corporation? Pourquoi est-ce si important pour rétablir un ordre social dans nos pays respectifs? Eh bien, parce que la corporation ramène à une unité, une solidarité entre les patrons, les ouvriers, les employés, les artisans d'un même groupe professionnel. Alors que, hors de ce système, nous sommes, depuis l'époque révolutionnaire, plongés dans la lutte des classes. Le prolétariat en conflit avec le patronat. Et tant que nous resterons dans cette logique de lutte des classes, il sera impossible de refaire l'unité d'un pays. Si nous sommes des militants de la cause nationale, nous ne voulons avant toute chose que la réunification de notre patrie. Et cela passe par l'abandon d'un combat de classe. C'est la volonté que l'ensemble des membres de la patrie, l'ensemble de ceux qui composent une nation, quelle que soit leur situation de classe, leur catégorie sociale, leur émanation locale, régionale, leur âge, eh bien, fassent un bloc, la nation, la patrie. Et donc, pour abandonner cette lutte des classes, il faut nécessairement retrouver un système qui permette que les intérêts soient bien à nouveau communs pour les ouvriers, les employés et pour les patrons. Ça veut dire aussi qu'on parle à ce moment-là de patrons justes. On n'est pas dans la vision de la multinationale, on n'est pas dans la vision de la haute finance apatride des cosmopolites, on est dans la vision d'un patron qui aura la volonté de développer une activité économique à un échelon humain, naturel, et de rechercher de justes conditions de travail pour ceux qui composent son entreprise. Ça veut dire que donc les corporations, comme elles ont existé autrefois et comme nous souhaiterions qu'elles réexistent à nouveau, garantissent beaucoup mieux que les syndicats politiques, beaucoup mieux que les partis d'extrême gauche, beaucoup mieux que les socialo-marxistes, le juste salaire. Le juste salaire qui, par exemple, est indispensable pour la subsistance d'une famille. La corporation qui repose sur la défense d'un corps de métier, vous aviez la corporation des bouchers, vous aviez la corporation des charpentiers, vous aviez toute une série de corps de métier qui avaient donc leur corporation. Eh bien, dans cette conception des choses, l'ensemble des membres de ce corps professionnel
du patron au plus humble des ouvriers, composent ensemble une réglementation équilibrée et sont conscients qu'ils ont des intérêts communs et que si le patron ne recherche que son propre intérêt sans se préoccuper des ouvriers de sa catégorie professionnelle, très vite les choses vont se contrarier pour amener à des conflits sociaux. Si le patron souhaite que son entreprise fonctionne avec efficacité, il doit rechercher que ses ouvriers et ses employés soient épanouis, qu'ils gagnent correctement leur vie, qu'ils aient un juste salaire, que les conditions de travail soient justes, que ces conditions de travail leur permettent non seulement une vie matérielle décente, mais une vie familiale décente, que cela se passe dans une vie morale correcte. Et cela passe donc aussi par cette dimension spirituelle. C'est pour cela que l'Église catholique, avant le Concile Vatican II, a tant défendu le système des corporations. C'est parce qu'il y a en permanence cette volonté d'associer spiritualité et moralité à l'organisation politique, économique et sociale. C'est considérer que s'il n'y a pas recherche d'une moralité dans la vie politique, économique et sociale, à ce moment-là, c'est la légitimité pour ceux qui ne recherchent que leur propre profit. C'est la légitimité pour le matérialisme, pour l'exploitation. Mais s'il y a moralité, à ce moment-là, l'usure est interdite. À ce moment-là, l'exploitation est interdite. Et évidemment, pour les catholiques, la dimension spirituelle est bien sûr essentielle parce que il y a la conception que le salut de l'âme prime sur tout. Donc, il faut que la vie politique, économique et sociale aille dans la direction qui permette à chaque membre de la patrie, de la société organique, d'aboutir au salut de son âme. Mais si la société, si la patrie est vouée à des exploiteurs, à des usuriers, à une haute finance apatride, à ce moment-là, l'organisation politique, économique et sociale est rapidement désordonnée, conflictuelle, et donc contrevient aux conditions nécessaires pour obtenir le salut de l'âme. Donc, la corporation, je vous l'ai dit, elle va essayer d'œuvrer avec les différents membres qui la composent, patrons, ouvriers, employés, à la conception du juste salaire, à la conception des justes conditions de travail, à la négociation entre petits patrons et ouvriers lorsque des situations problématiques se présentent. C'est évidemment, on le voit de plus en plus souvent dans le monde mondialisé qui est le nôtre. Le choix qui se présente à beaucoup d'entreprises, être absorbé par des grands groupes, parce qu'aujourd'hui ce sont des multinationales qui, comme les poupées russes, avalent l'ensemble des petites entreprises autrefois familiales. Ou est-ce que le petit patron, justement, va souhaiter maintenir la caractéristique familiale de son entreprise, quitte à ce que, pour un certain temps, cela occasionne des difficultés financières à son entreprise. Et à ce moment-là, dans un système corporatiste,
c'est la négociation entre l'ensemble des membres qui composent une entreprise, ouvriers, employés, patrons, pour composer, pour définir comment on peut faire des efforts de part et d'autre pour maintenir une petite exploitation familiale, locale, plutôt que de voir le rachat par une multinationale, la délocalisation et finalement la disparition de l'emploi pour l'ensemble du personnel. Cela, aujourd'hui, ça n'est plus possible dans la logique de la lutte des classes parce qu'on est bloc contre bloc et donc on voit que finalement, la plupart du temps, le patron n'a qu'un seul souci, c'est le rendement. Donc il va choisir la voie de la vente à un grand groupe financier ou de la délocalisation du personnel pour payer moins de charges. Et on n'a que trop vu au cours des dernières années ces situations complètement aberrantes où on propose au personnel d'une entreprise de conserver leur emploi. Mais en Roumanie, en Inde, au Pakistan, voilà. Vous comprenez, l'entreprise va délocaliser son activité de fabrique et on n'a pas envie de se couper du savoir-faire. Donc on vous propose tout simplement de faire vos bagages et de partir dans le pays où on délocalise, mais d'être payé avec des roupies ou des slopeks et de vivre évidemment dans les conditions misérables d'un autre pays et de se retrouver dans une situation où en fait on est déraciné parce qu'avec évidemment un tel salaire on ne reviendra plus dans son pays d'origine. Et ça c'est vraiment cette conception nomadiste du monde économique actuel, le nomadisme qui va avec le mondialisme. Vous êtes considéré selon une grille. Soit vous êtes un consommateur, soit vous êtes un producteur, d'une certaine façon. Si vous n'êtes ni l'un ni l'autre, vous ne comptez pas. Selon la vision d'un Jacques Attali, arriver à une situation sociale ou à un âge où vous n'êtes plus en mesure ni d'être un consommateur, ni d'être un membre de la chaîne de production, c'est l'euthanasie. C'est l'euthanasie économique. Mais c'est l'euthanasie pour des raisons économiques. Parce que vous ne servez plus à la vision globaliste, mondialiste, d'exploitation. Si on veut échapper à cela, oui, il faut retrouver un système politique, économique et social qui soit moral, qui soit local, qui soit, à ce moment-là, basé sur un refus de la lutte des classes, et la corporation a fait ses preuves en la matière. La corporation va travailler à la sauvegarde des intérêts matériels et spirituels, je vous l'ai dit, et cela passe par exemple pratiquement par la protection du repos dominical. Le repos dominical, évidemment, dans une vision catholique, c'est parce que il y a convergence de différents facteurs. Le dimanche, pour un catholique, doit être mis à rendre l'hommage à Dieu par la messe dominicale, l'hommage au Créateur. Mais c'est aussi un moment où, en dehors de cet aspect spirituel, il y a un temps consacré à la famille qui se réunit. L'enfant qui n'a pas école, l'épouse, le mari qui revient du travail, il y a cette unité de la famille le dimanche qui est indispensable à la cohésion,
à la perduration d'une famille. Et puis il y a aussi, tout simplement, le rythme biologique. C'est considéré que on ne peut pas travailler plus d'un certain délai sans avoir besoin d'un repos physique, d'un repos intellectuel. Sinon, on n'est que un robot à visage humain. Et ça encore, eh bien, cela se traduit aujourd'hui par ces projets transhumanistes, cette accélération de la robotisation et de la volonté d'ailleurs d'unir l'homme au robot, pour que justement on soit dans cette logique de citron pressé, soit la tâche professionnelle est confiée à un robot, soit elle est confiée à un homme qui accepte de travailler finalement dans des conditions de robot, sans plus avoir aucune condition décente pour travailler. Et donc, aujourd'hui, on ne voit que trop le dimanche, à quel point il a été remis en cause. De plus en plus de villes, de pays ont abandonné cette idée de garantir le repos dominical. Et cela se fait souvent, encore une fois, comme toujours lorsque le mal avance, sous l'apparence d'un bien, d'un faux bien. Cela va être de dire, par exemple, que dans une ville très touristique, c'est important qu'il y ait une vie commerciale et une vie professionnelle très abondante pour que eh bien, le touriste ne soit pas ennuyé, prenne du plaisir à prendre du temps dans une ville touristique. Ça veut dire qu'au départ, initialement, il y avait quelques types de commerces qui ouvraient le dimanche. Ce sont les types de commerces liés notamment à ce qui est alimentaire pour pouvoir fournir du pain. Mais aujourd'hui, tout devrait être ouvert le dimanche. Vous devriez pouvoir acheter non seulement votre nourriture, mais aussi vos vêtements, vos outils, vos chaussures, aller au supermarché, 7 jours sur 7. Et dans la même logique, bientôt ce sera 24 heures sur 24. Parce que pourquoi, si vous avez envie d'acheter le dimanche, vous n'auriez pas envie d'acheter à 2 heures du matin? Et donc ça veut dire que dans cette logique, il faut des gens qui soient au comptoir, malléables, corvéables à merci. Il faut qu'il y ait toujours des gens derrière le comptoir. Mais si quelqu'un est à un comptoir de commerce de 1h du matin à 5h du matin, ou si il est à un comptoir le dimanche, quand est-ce qu'il voit sa famille? Quand est-ce qu'il voit ses enfants? Quand est-ce qu'il se repose correctement? Quand est-ce qu'il trouve le moyen de faire partie d'un corps social organisé, d'une société équilibrée? Et c'est comme ça qu'on fait de chacun d'entre nous des êtres, encore une fois, déracinés, coupés de tout ce qui lie dans une société organique. Alors, je vous disais, on vous propose ça sous l'apparence d'un bien, c'est que aussi, on dit dans un premier temps, et vous verrez, si vous travaillez le dimanche, ce sera accompagné d'un salaire plus important pour la journée prestée le dimanche. Mais on sait bien que ça n'a qu'un temps, c'est le piège. Tant que tout le monde ne travaille pas le dimanche, il y a une plus-value financière pour travailler le dimanche. Mais à partir du moment où le travail dominical s'est complètement généralisé, tout le monde doit donc travailler le dimanche. Et si tout le monde travaille le dimanche,
il n'y a plus de raison de payer plus cher le travail du dimanche que le travail de l'un des 6 autres jours de la semaine. Donc, c'est une supercherie de vouloir promouvoir ce travail le dimanche sur base d'une soi-disant plus-value financière. Et on a vu aussi dans toute une série de supermarchés, notamment, à quel point cela a été l'objet d'infâmes chantages, notamment pour les caissières de supermarchés, avec souvent dans la catégorie des caissières de supermarchés, des femmes qui ont des enfants mais qui n'ont pas de mari, ou plus de mari, qui donc n'ont déjà bien souvent que le dimanche pour voir leur enfant, parce que souvent elles travaillent aussi le samedi, et à qui on fait un chantage pour dire qu'elles ont intérêt à travailler aussi le dimanche, parce que sinon on risque bien de confier leur poste à quelqu'un d'autre. Et finalement, vous avez des femmes de ce genre qui se retrouvent à ce choix, ce dilemme. Soit je perds mon travail, alors que je suis seul et que j'ai des enfants à charge, parce que dans ce monde moderne, la famille est détruite. Soit je travaille le dimanche et je ne vois plus du tout mes enfants. Et encore une fois, tout ça, c'est une logique qui n'est pas le fruit du hasard. Hein. Il faut bien l'avoir en tête. C'est non seulement une mécanique de rentabilité financière, voulue par un haut capital sans foi ni loi, mais c'est aussi cette volonté de faire de chacun de nous des nomades, des êtres déracinés, sans patrie, sans famille, sans Dieu. Coupés de tout. Des simples consommateurs ou des simples agents d'une chaîne de production. Donc, je vous disais à quel point la corporation, elle va par exemple servir à la protection, à la préservation du repos dominical. La corporation, elle va aussi travailler à garantir le bon usage des richesses chez les patrons d'entreprises à échelle humaine. Ça veut dire qu'un patron catholique social, ou un patron qui en tout cas se retrouve dans un ordre politique, économique et social tel que celui-là, eh bien, il a le devoir garanti justement par l'organisation de la corporation de ne pas se garder l'ensemble du bénéfice pour lui et pour les actionnaires. Il y a ce qu'on appelle la justice distributive qui va être garantie par le système corporatiste. Si, par l'effort des ouvriers et des employés qui composent l'entreprise développe ses bénéfices, le patron qui se trouve dans un système de corporation avec justice corporative, justice distributive, selon ce système, selon cet ordre politique, social et économique nouveau, eh bien, va avoir pour devoir de participer justement à la distribution des bénéfices à travers tous les échelons qui composent l'entreprise. Dans un système comme celui-là, dans un tel ordre politique, économique et social, il y a donc un usage des richesses qui est différent. Il y a aussi une valeur de la pauvreté et de la modestie. Alors là, il faut bien expliquer, parce que ça peut effrayer a priori, mais c'est cette idée que dans un système, dans un ordre social, politique et économique selon le catholicisme social, on se préserve des tentations du matérialisme. On se préserve de cette logique des faux besoins. C'est ce qui a été mis en application pendant des décennies, justement, au Portugal et en Espagne, jusque dans les années 70. Ça a été parfaitement mis en place pendant plusieurs décennies. Je rappelle que Salazar, au Portugal, conquiert les rouages du pouvoir
en 1928 si ma mémoire est bonne, et il va conserver le pouvoir, le salazarisme va conserver le pouvoir jusqu'en 1968. Ça fait quand même 4 décennies de pouvoir. Il n'y a pas beaucoup de régimes politiques qui ont pu perdurer aussi longtemps. Et justement, le grand souci de Salazar au Portugal, cela a été d'enseigner à son peuple qu'il valait mieux vivre modestement mais librement, qu'il valait mieux vivre sans le luxe mais sans les usuriers, qu'il valait mieux vivre en étant propriétaire d'une petite maison qu'en vendant son terrain à des grands capitalistes qui en feraient des buildings. Et cela a été un système qui a véritablement été d'une grande efficacité. Pendant toutes ces décennies, eh bien, le petit pêcheur, le petit ouvrier, le petit artisan, il avait ce souci d'assurer une maison dont il était propriétaire pour sa femme et ses enfants. Jusque dans les années 75-76, la télévision, c'était quelque chose de totalement exceptionnel au Portugal. C'était voilà, une de ces idées bizarres de la société américaine. Mais cette petite lucarne, à la limite, il y en avait une au café du village, et quand il y avait une compétition sportive, tout le village venait regarder la compétition sportive. Mais en dehors de ça, on ne se laissait pas absorber par cette lucarne du diable. Quand Salazar a, pour des raisons de santé, dû remettre le pouvoir à un de ses ministres, et que celui-ci a considéré que voilà, il fallait être de son temps, il a commencé à ouvrir le pays à des investisseurs étrangers. Et on avait vu ce que ça signifiait. Ah oui, c'était ces représentants de la haute finance, les banksters, les patrons des multinationales qui ont racheté maison après maison à des endroits qu'ils jugeaient touristiques pour y construire des hôtels, des palaces, puis exproprier ceux qui ne voulaient pas vendre leur maison aux voisines, etc. Et ça a été la même chose en Espagne. Il ne peut y avoir de préservation de la haute finance, du cosmopolitisme, que si justement on préserve dans l'esprit des gens ce souci de modestie qui met à l'abri du matérialisme. C'est quelque chose qui peut aujourd'hui être sans doute très difficile à faire comprendre à la jeune génération. On est tellement hyper connecté, on a quasiment un smartphone ou un iPhone greffé à la main nuit et jour, et on a besoin d'avoir tous les 6 mois le dernier modèle qui sort. Mais que ne voit-on aujourd'hui de familles ou d'individus qui sont hyper endettés pour de faux besoins, au point qu'aujourd'hui les supermarchés proposent carrément de s'endetter pour acheter un panier alimentaire, parce qu'on s'est tellement endetté pour les faux besoins qu'on n'est même plus capable d'acheter la nourriture suffisante pour faire vivre sa famille durant le mois. La corporation, elle va aussi mettre en avant la valeur du travail. C'est que il y a des devoirs de part et d'autre, des devoirs pour le patron, bien traiter ses ouvriers, leur assurer des justes conditions de travail. Il y a aussi des devoirs pour l'ouvrier ou pour l'employé, c'est de faire
son travail avec conscience, d'avoir ce souci de bien faire. Et cette valeur du travail est évidemment en totale opposition avec la spéculation. Les usuriers, les spéculateurs, eux, ils ne produisent rien. Ils travaillent sur l'argent de ceux qui travaillent. Ils exploitent ceux qui travaillent. Ils exploitent ceux qui travaillent mais vivent dans la misère. Ils exploitent ceux qui ont du mal à petit épargner, mais cherchent à faire des petites économies pour assurer un bien-être pour leur foyer. Les spéculateurs sont les ennemis de l'ordre catholique et social. Puis la corporation, enfin, elle assure la protection et la revalorisation de toute une série de professions. La paysannerie, l'artisanat, le petit commerce et la petite industrie. Parce que la corporation, elle veut préserver l'échelon naturel. Donc, évidemment, là encore, ça s'oppose complètement aux multinationales et aux supermarchés d'aujourd'hui. Alors, un élément très important de cette vision catholique et sociale, c'est de favoriser l'accès à la propriété pour tous ceux qui travaillent. De favoriser l'accès à la propriété pour l'ouvrier, pour le petit employé, pour le petit artisan, pour le petit commerçant. Parce que dans la logique catholique et sociale, être propriétaire d'un foyer, c'est une étape essentielle pour l'épanouissement d'une famille. Tant qu'on est tributaire d'un propriétaire, tant qu'on est locataire, on est sous cette logique d'épée de Damoclès. Quand on est propriétaire, on fait ce qu'on veut dans son foyer. C'est la cheminée qui est le symbole de l'endroit où la famille se réunit, se regroupe. Et aujourd'hui, on ne voit que trop à quel point la société déshumanisée, hyper-capitaliste, hyper-mondialiste, a détruit la famille. Combien de familles éclatées, de familles divorcées, d'enfants dans des familles monoparentales, d'enfants confiés maintenant à des duos homoparentaux. C'est le grand chaos civilisationnel. Et une société qui vit dans un chaos civilisationnel comme cela, elle est vouée à la mort, elle est vouée à la destruction. Une civilisation qui continue sur cette voie-là, elle est vouée à disparaître. Elle aura été un pôle, un phare, et elle disparaîtra. C'est la chute de l'Empire romain d'Occident. Si nous ne faisons rien pour inverser le cours des choses, si nous ne rétablissons pas un ordre politique, économique et social en totale opposition avec la lutte des classes, le système hypercapitaliste ou le système socialo-marxiste, la société, la civilisation européenne disparaîtra à nouveau comme a disparu l'Empire romain d'Occident. Et tous les signes annonciateurs sont réunis. Les parallèles, les analogies sont évidentes à tout niveau. L'immigration de grand remplacement, elle dévoile un stade ultime de cet effondrement civilisationnel. Toutes les sociétés qui ont été confrontées à ces épreuves-là, toutes ont disparu. Regardez aujourd'hui qui compose la police, qui compose l'armée. Vous voyez à quel point ceux qui sont censés assurer la sécurité de la nation sont en grande partie, pour une proportion de plus en plus importante, des gens qui sont issus ni de notre pays,
ni même de notre continent. Et à chaque fois qu'une société, qu'une civilisation a confié la défense de ses frontières ou la sécurité de ses biens et de sa population à des mercenaires étrangers, il n'a pas fallu longtemps pour qu'elle disparaisse. Que ce soit encore une fois Rome, qui a confié à l'époque de l'Empire romain à un certain moment la défense militaire à des unités mercenaires, que ce soit Venise, qui a confié à un certain moment sa sécurité à des mercenaires albanais. Eh bien, systématiquement en tout cas, les exemples sont partout les mêmes. À partir du moment où une nation confie la défense de ses frontières et la protection de sa population et de ses biens à une population, à des mercenaires, à des gens d'origine étrangère, elle est condamnée à disparaître. Alors, un autre élément évidemment très important dans cette idée d'accès à la propriété, c'est ensuite la défense de la propriété. C'est par exemple dans une vision catholique et sociale, bien sûr, c'est lutter, c'est protéger les propriétaires d'une maison familiale des droits de succession absolument injustes et scandaleux. Aujourd'hui, une famille aura épargné des années durant pour acquérir un bien, pour qu'ensuite, lorsque vient le moment où cette maison passe dans les mains des enfants, il y ait une véritable spoliation organisée par l'État. Et ça, c'est, encore une fois, totalement injuste. En 3 générations, il faut repayer une deuxième fois la maison. C'est un véritable scandale. C'est un vol organisé par l'État. L'État est un voleur. Alors, il y a aussi un élément extrêmement important, c'est la protection de l'épargne. Dans un système catholique et social, le travailleur, il va avoir ce souci, dans une société qui a mis à nouveau en avant la morale et la spiritualité, il va avoir ce souci d'épargner pour assurer un mieux à sa femme et à ses enfants. Mais c'est encore une fois totalement aux antipodes de ce que nous connaissons aujourd'hui, où l'épargne est complètement mise en danger. Aujourd'hui, vous placez vos économies à la banque, parce que de toute façon, vous n'avez pas le choix, parce qu'il faut être détenteur d'un compte en banque. Et non seulement la banque ne vous donne plus d'intérêt sur l'argent que vous y mettez, ce qui est quand même extraordinaire. Donc vous confiez votre argent à la banque, et si vous tenez compte de la valeur réelle, au bout de l'année, vous avez déjà perdu de l'argent en l'ayant mis à la banque, parce qu'il n'y a plus d'intérêt positif sur les comptes bancaires. Mais le pire, c'est que les banques veulent mettre en place et négocient avec notamment les institutions européennes. Vous êtes en Suisse, vous avez une situation un peu privilégiée à ce niveau-là, mais en tout cas pour les pays membres de l'Union européenne, négocient la possibilité de mettre en place l'intérêt négatif. Donc, à l'heure actuelle, vous n'avez déjà plus de rendement sur votre épargne, mais demain, c'est pire que ça. C'est que vous payerez pour avoir un compte bancaire qui vous est imposé. Quand même hallucinant. Et on ajoute à ça une réglementation qui est passée relativement inaperçue au sein de l'Union européenne, c'est de pouvoir spolier l'argent qui est sur vos comptes en banque s'il y a une succession de faillites bancaires. Il y a eu l'exemple à Chypre où, lors des grandes difficultés du système bancaire, après tout l'éclatement des bulles des investissements virtuels, eh bien,
les comptes en banque ont été gelés et l'État a ponctionné une partie de l'épargne des citoyens chypriotes. Et tout le monde a dit « Ah, oui », à la télévision. Mais bon, voilà, c'est parce que les Chypriotes, ils gèrent mal leur argent, tout est... bon. Puis on a dit la même chose des Grecs. Et puis, en fait, on s'aperçoit que maintenant, tous les membres de l'Union européenne, tous les pays membres de l'Union européenne, en réalité, ont scellé ce principe. Et que s'il devait y avoir demain ou après-demain une succession de quelques faillites bancaires, eh bien, dans n'importe quel pays de l'Union européenne, les banques sont en droit de saisir une partie de votre épargne. Alors, on vous dit, oui, mais vous avez une garantie jusqu'à 100 000 euros d'épargne. D'abord, si vous avez le plaisir d'avoir plus de 100 000 euros d'épargne sur votre compte en banque, c'est quand même que vous avez travaillé pour cela. Et en soi, je ne vois pas de quel droit, parce que vous auriez 100 001 euros sur votre compte en banque, pour cela, ça justifierait que l'État offre aux banksters le droit de saisir votre argent. Si eux, parce qu'ils ont spéculé, se gourrent et font faillite. Mais on sait aussi que justement, dans le cas d'extrême faillite bancaire, comme ça a été le cas ailleurs, eh bien, la clause des 100 000 euros tombe parce que la faillite bancaire est trop importante. Eh bien, à ce moment-là, on ne peut plus garantir les 100 000 euros minimum d'épargne auxquels vous avez garanti. Et à ce moment-là, tout est possible. Et puis, un autre épouvantail auquel il est absolument nécessaire de faire attention, c'est la disparition de l'argent liquide. Parce que là encore, c'est une des grandes revendications des institutions bancaires. C'est cette idée que, au plus tôt, il faut négocier avec les États pour que toute transaction doit être électronique. Les billets de banque, selon la volonté des banksters, doivent disparaître. Et déjà, plusieurs pays ont mis en place, ont amorcé ce principe. Ça veut dire qu'à ce moment-là, Big Brother contrôle tous vos faits et gestes. Ça veut dire qu'en gros, Big Brother, c'est en permanence tout ce que vous achetez. À quoi sert la moindre de vos dépenses? Et vous trace, vous géolocalise. Si vous allez au restaurant à tel endroit, si vous achetez des vêtements à tel endroit, on sait pertinemment où tout est fait. Mais cela veut dire évidemment que Big Brother, c'est à ce moment-là qui a la moindre envie de connaître une forme de dissidence. Qui achète un livre qui pense mal? Qui s'abonne à une revue qui pense mal? Qui adhère à un mouvement qui pense mal? Tout est tracé et Big Brother voit tout. Big Brother sait tout. Et si vous ne vous contentez pas de prendre votre carte de membre à Résistance Helvétique ou à Civitas, si vous ne vous contentez pas de vous abonner à une revue politiquement incorrecte, mais que vous êtes un peu plus actif, que vous prenez de l'essor dans la défense
de votre civilisation et de votre patrie et de votre famille. Demain, Big Brother, si l'argent liquide a disparu, eh bien demain il vous met à mort comme il veut, économiquement, en deux clics sur un ordinateur de l'État ou des banksters. Votre compte virtuel est mis à zéro et vous n'existez plus. Parce que puisque l'argent liquide n'existe plus, il ne vous est plus possible d'acheter quoi que ce soit. Plus moyen d'acheter de la nourriture, plus moyen de payer votre logement, plus rien. Le jour où l'argent liquide disparaîtra, c'est vraiment le signal que c'est l'heure du dernier combat. Parce qu'à ce moment-là, il n'y a vraiment plus qu'à prendre les armes. Et je terminerai par dire qu'évidemment, une vision catholique et sociale, un ordre politique, économique et social selon ces principes-là, c'est évidemment la mise en place d'un système protectionniste, donc qui vise à ce qu'on défende les producteurs de chez nous. C'est quand même hallucinant qu'aujourd'hui, on jette du lait français et que la France importe du lait de l'étranger. C'est aberrant qu'il en va de même pour tout ce que les paysans peuvent produire en France. Je ne connais pas la situation suisse pour la comparer, mais en tout cas, dans l'Union européenne, c'est systématique. Le système mondialiste amène à étrangler les paysans des pays respectifs en important des produits moins chers d'autres pays. C'est une trahison. C'est une trahison à l'échelle nationale. La trahison, autrefois, cela signifiait le peloton d'exécution. Mais aujourd'hui, la trahison, elle est institutionnalisée. Elle est organisée par les soi-disant élites. Et bien sûr aussi, dans cette même logique de l'ordre politique, économique et social d'un catholicisme social, c'est la préférence nationale. Et c'est la défense de nos frontières. C'est la défense de notre civilisation. C'est empêcher contre l'envahisseur. Et empêcher contre l'envahisseur, c'est pas simplement se contenter de même mettre du fil barbelé aux frontières. C'est donner évidemment à l'armée qui défend la frontière le droit de tirer. Et c'est lui-même rappeler le devoir de tirer s'il y a une invasion qui est manifeste. Parce que quand vous avez des hordes qui, jour après jour, se déversent sur les plages de vos pays, entrent sur les chemins, à travers les forêts de vos pays, à travers les cols montagneux de vos pays, si ce déversement, ce flux se fait massivement jour après jour, ça entre dans la définition de l'invasion. Et à ce moment-là, une nation logiquement organisée, avec à sa tête un chef d'État sain de corps et d'esprit, ayant véritablement souci du bien commun de sa nation et conscient de ses responsabilités, avertit l'envahisseur que les frontières sont définitivement fermées, et après l'avertissement, ordonne l'exécution des mesures nécessaires à la préservation des frontières. C'est du devoir de n'importe quel chef d'État conscient de ses responsabilités et de la préservation de son peuple et de sa patrie. Donc, voilà à quoi un ordre politique, économique et social vu
selon le catholicisme authentique, devrait mener. Et voilà pourquoi c'est ce que nous défendons à Civitas, et voilà pourquoi aussi nous sommes entièrement convaincus que ce sont des principes supérieurs et non pas antérieurs, et que s'ils étaient mis en place aujourd'hui ou demain, ils changeraient complètement la face de notre pays, de notre continent, de notre civilisation. Merci de votre écoute.